Alors, cette communication sera à 3 voix. Éléonora Astera, qui est professeure à l'Université du Québec en activité médicaments. Sylvain Brem, qui est professeur en didactique de la littérature à l'UQAM, au département de littérature de l'UQAM, et moi-même, Nathalie Lasselle, professeure en didactique des langues aux sciences de l'éducation de l'UQAM. Il y a un mot qui a été ajouté au titre, c'est lire, parce qu'il y a aussi des activités de lecture. On a réalisé qu'il y avait de la lecture aussi, parce qu'on avait des cours construits avec l'enseignant. Donc, lire et écrire avec l'intelligence artificielle générative, quel usage pour quelles compétences. Alors, pour que je contextualise rapidement, nous aurions souhaité avoir des productions à vous montrer aujourd'hui. D'où le titre initial. On a même hésité, on s'est dit, est-ce qu'on peut pouvoir présenter cette communication sans qu'elle puisse se vivre, mais en fait, elle est en train de se vivre maintenant. Donc, les élèves sont peut-être même maintenant en train de faire ce qu'on va vous présenter parce que, justement, c'est l'expérimentation a pris un certain temps. En plus, vous allez voir, il y a des logiciels qui sont intégrés, donc il y a beaucoup d'organisation matérielle. Et voilà que ça se produit cette semaine. Notre communication s'inscrit dans le cadre du projet de recherche-action multinumérique sous la direction de Jean-François Boutin, qui vise à soutenir le développement de la compétence numérique par la littératie médiatique multimodale chez les élèves du secondaire en différentes disciplines scolaires. Donc, dans ce projet, il y a le français en univers social en or. Nous, on intervient dans les classes de français. Par la co-création, la mise en œuvre et l'analyse de pratiques pédagogiques faisant appel au numérique. Relatant le processus de co-création réalisé avec une enseignante de français entre décembre 2022 et mai 2023, notre communication rend compte d'une séquence d'enseignement sur les thèmes de l'absurde et de l'engagement en littérature qui repose sur l'usage de logiciels d'intelligence artificielle générative pour différentes activités d'appropriation littéraire et d'écriture créative. L'équipe de co-création, constituée d'enseignants, d'une enseignante et d'une équipe de chercheurs, souhaitait pour cette deuxième année de projet, et après le déploiement lors de la première année d'une séquence d'enseignement-apprentissage axée sur la lecture littéraire numérique, interroger conjointement des problématiques littéraires et technologiques. Dès lors, la réflexion didactique et le choix de la problématique générale de la séquence, portant sur le non-sens et sur la difficulté de s'engager dans un monde dont le sens nous échappe, c'est couplé à la volonté d'interroger les possibilités de logiciels dont les modes de fonctionnement et les structures sous-jacentes sont parfois inaccessibles. Dans le cadre de cette communication, par l'analyse de la planification d'enseignement prévue par l'enseignant, donc on va vous présenter la planification de la séquence et l'analyser telle qu'on peut faire sans voir ce que ça donne sur le terrain. Nous chercherons à dégager les usages de l'intelligence artificielle générative qui semblent déterminés par la problématique du non-sens et de l'engagement en littérature. Tout d'abord, qu'est-ce qu'est l'intelligence artificielle? Selon une définition classique issue de la fin des années 60, 1969, elle est un domaine de recherche qui développe des technologies capables de faire des choses qui exigeraient de l'intelligence qui aient été faites par des humains. Plus récemment, Chostignol et ses collègues ont défini l'intelligence artificielle comme un cadre théorique guidant les développements et l'utilisation de systèmes informatiques qui aspirent à stimuler les capacités humaines, plus particulièrement l'intelligence et la capacité d'effectuer des tâches qui requièrent l'intelligence humaine, dont la perception visuelle, la reconnaissance du discours écrit, la prise de décision et la traduction interlinguistique. Sharma et ses collègues, de leur côté, définissent l'intelligence artificielle comme un ensemble de technologies et de machines qui ont la capacité de créer une approximation de raisonnement humain. Vous voyez qu'on passe de cadre théorique à domaine de recherche, à ensemble de technologies. De manière similaire, la madame qui a un nom assez imprononçable, je vais essayer de le lire, Pokriv-Karkova, qui propose une définition et une description de l'intelligence artificielle orientée vers l'éducation, a observé que l'intelligence artificielle est le résultat des efforts de plusieurs décennies de recherche et développement d'équipes mixtes, de concepteurs de systèmes, de scientifiques de domaines différents, statistiques, linguistiques, approches cognitivistes diverses et experts en éducation, en vue de créer des systèmes ayant un certain niveau d'intelligence et permettant de répondre à différentes fonctions et besoins
dont le soutien aux enseignants et aux élèves pour le développement de leurs compétences et pour le suivi en temps réel de leurs actions en vue de les analyser et d'y rétroagir en temps réel. Ces usages en contexte éducatif représentent un enjeu majeur, justement, comme le témoignent entre autres les chartes de l'UNESCO ou les stratégies nationales envisagées par différents pays. Vous voyez ici un document produit par la France avec les étapes d'élaboration de la stratégie nationale d'intégration de l'intelligence artificielle en éducation. Et tout petit, le montant d'argent de la phase 2, à laquelle nous sommes actuellement, entre 2022 et 2025, avec 1,5 milliard d'argent public investi pour ça. Dans la charte de l'UNESCO, les déploiements des technologies de l'intelligence artificielle dans l'éducation devraient avoir pour objectif d'améliorer les capacités humaines et protéger les droits de l'homme pour une collaboration humain-machine efficace dans la vie. Les liens entre l'intelligence artificielle et l'éducation devraient s'établir dans 3 sphères, dans 3 pôles. Apprendre avec l'intelligence artificielle, apprendre sur l'intelligence artificielle et se préparer à vivre dans un monde fait avec et pour les intelligences artificielles. Au sein de ces 3 pôles, selon Holmes et ses collègues, au moins 5 modes d'utilisation des intelligences artificielles sont actuellement utilisés. Les intelligences artificielles sont utilisées pour l'apprentissage coopératif, pour le suivi en temps réel des forums d'élèves et d'étudiants, pour l'évaluation et la rétroaction en temps réel des actions, des opérations réalisées dans un écran, pour les mentorats entre pairs et pour un tutorat avec un enseignant automatisé, voire pour la planification et la préparation de l'enseignement. On s'intéresse plus particulièrement aux formes d'intelligence artificielle dites génératives, qui sont capables, selon la définition de Gonzalo et collègues, de générer un nouveau contenu plutôt que de simplement analyser ou agir sur des données existantes par le croisement de 2 modèles. Un modèle transformateur qui est formé sur un corpus ou un ensemble de données qui est cartographié et restitué par un modèle générateur qui produit un nouveau contenu à chaque nouvel essai, même à partir des mêmes commandes d'entrée. Il existe plusieurs types d'intelligence artificielle générative, du texte à image, du texte à une représentation 3-dimensionnelle, à l'image à texte, du texte à vidéo, à audio, à texte, à code, à formule scientifique aussi. Et il y en a bien d'autres qu'on ne connaît pas et qui émergent régulièrement. Dans le cadre de cette communication, on a utilisé notamment des logiciels d'intelligence artificielle qui transforment du texte à image et à texte, donc Midjourney et ChatGPT. On a retenu le cadre conceptuel de l'intelligence artificielle et aussi on continue toujours à travailler sur le cadre conceptuel autour des compétences en littérature numérique, telles que celles qu'on retrouve sur le site de laboratoire. Donc, plus particulièrement, les compétences en éléments numériques, c'est-à-dire les compétences techniques, gestuelles, sémiotechniques, techniques-littéraires. Donc, c'est habitué aussi. Et les compétences numériques métacognitifs, donc associées aux mêmes compétences avec des distances critiques, des distances analytiques, réflexives que les élèves arrivent à faire sur leur propre déploiement de la compétence techno-littéraire et par exemple. On est toujours en train de penser comment ces compétences se déploient dans les dispositifs de formation, les activités, les différents enseignements, et comment ils se manifestent aussi dans les projets. On est dans une approche collaborative de co-création. On commence par avoir un peu d'expérience. On a fait plusieurs groupes de co-création avec. Là, cette fois-ci, on fait un petit groupe. On a déjà été aussi avec des conseils pédagogiques, des spécialistes des technologies. Ça dépend des besoins. Là, pour l'instant, on pouvait fonctionner avec l'enseignement et les chercheurs. Ça définit plus notre approche collaborative. On est fondé sur la construction d'objets de connaissance. On souhaite s'appuyer sur les compétences et l'expertise de l'enseignant et développer son agenticité, donc la possibilité qu'elle puisse elle-même reconnaître les compétences et finalement se dire, ben oui, je peux en faire d'autres activités comme celle-là. Puis d'ailleurs, c'est ce qu'elle nous a dit en entrevue cette semaine. Elle nous a dit, ben il me semble qu'après en avoir fait 2, maintenant je peux en imaginer plein.
Donc, c'est comme quelque chose qu'elle a compris dans la conception des activités. Et elle dit, je sais enfin ce que je peux travailler avec mes élèves. Mais ça m'a pris 2 ans. Au début, je ne savais pas trop, je n'avais pas trop à savoir. Mais maintenant, je peux prévoir des enseignements et des apprentissages. Donc, voilà, une petite équipe, vous voyez, là, comme ça marche toujours à distance. On se rencontre régulièrement, on discute pas à pas du projet. Puis, on va vous montrer le projet, comment il s'est déployé d'ailleurs. Donc, l'identification de la problématique, on choisit des corpus, on sert les mots programmes, on choisit des logiciels en fonction des intentions ou des, même pas des intentions d'apprentissage, des fois, c'est juste une envie de travailler. Là, c'est une envie de travailler avec des logiciels d'intelligence artificielle. Et puis, on choisit les outils. Donc, c'est l'entraîneur qui nous a dit, j'aimerais avoir un journal de bord, un portfolio, un carnet de lecture, des questionnaires, des bons points. C'est tout ça s'ajoute et se construit au fur et à mesure. Donc, c'est un milieu, l'école est une école privée, multilingue, avec un équipement technologique. L'enseignante a déjà fait un cours universitaire avec moi en LNM et elle-même poète, publie sa poésie sur Facebook. Donc, on aimerait d'ailleurs s'intéresser de plus en plus aux enseignants artistes parce que ce sont des personnes qui peuvent être vraiment nous aligner. On l'a vu avec Samar. Donc, l'année 1, on avait fait sur l'application Florence avec Magali Brunel et Eleonora. Donc, l'étape de la séquence, l'enseignante travaillait 4 modes de discours, c'était son intention. Elle voulait travailler sur un corpus de plusieurs œuvres, un corpus hétérogène constitué de plusieurs textes littéraires et courants contemporains ou non, des lectures de plusieurs œuvres intégrales, aussi représentatives des modes de discours sur lesquels elle voulait travailler. Là, vous avez l'exemple de la séquence à partir de La femme qui fuit, où il y avait vraiment des intentions de travailler sur le contexte historique et socioculturel, sur des éléments liés à la narration, sur la vision artistique et politique des automatistes. Donc, on est aussi sur une période historique et sur aussi l'émancipation des femmes et les choix qu'elles doivent faire. Donc, on fait très coller à des thématiques. C'était le plus important pour l'enseignant, de travailler l'engagement et le non-sens dans l'action. Donc, voilà. Et là, ça s'est déployé en différentes activités. Articulé en 3 macro-étapes, le volet numérique de la séquence se proposait d'aborder sous différents angles, pour le dire avec le nom de l'enseignante, les thèmes de l'engagement et du désengagement et d'impliquer les élèves dans une forme de dialogue, voire de négociation, ce sont ces mots, du sujet lecteur avec les logiciels d'intelligence artificielle. Pour la première activité, elle avait notamment prévu de travailler avec Midjourney, un programme d'intelligence artificielle qui permet de créer des images à partir de descriptions textuelles. Les élèves devaient sélectionner un extrait qu'ils avaient particulièrement aimé, issu du corpus de textes théâtraux et poétiques analysés dans les 6 étapes précédentes, et devaient justifier leur appréciation, d'une part, au vu de critères esthétiques et thématiques, du thème de l'engagement et du désengagement, d'autre part, au vu d'une définition personnelle de l'engagement et du non-sens. Ils devaient également formaliser leurs attentes visuelles en anticipant la capacité du logiciel à restituer une image du texte de départ, plus ou moins conforme aux indications fournies et basée à son tour sur une réception personnelle de l'extrait. Les élèves auraient dû ensuite générer quelques images avec un Midjourney, les analyser dans l'optique d'en choisir une qu'ils auraient interprétée de manière plus approfondie en la mettant en relation au texte de départ. Conformément aux intentions de l'enseignante, les activités envisagées prévoyaient ainsi une interaction des élèves avec les logiciels d'intelligence artificielle, puis une réflexion analytique et subjective portant à la fois sur la réception du texte de départ et sur les potentialités de concrétisation imageante supposément reconnues au programme informatique. Qu'est-ce que la machine sera capable de restituer de l'extrait que j'ai aimé? Les élèves devaient non seulement sélectionner à l'intérieur d'un corpus large un extrait marquant, en justifiant leur préférence à l'aune de critères esthétiques, artistiques et thématiques, mais ils devaient également anticiper la capacité de Midjourney à restituer une image plus ou moins conforme à leurs intentions de réception-production, puis négocier avec le logiciel pour atteindre le but. Ces différentes préoccupations sont bien illustrées par les critères d'évaluation identifiés par l'équipe de co-création. Selon les grilles annexées à la planification, les élèves doivent pouvoir démontrer de savoir choisir un texte sur la base d'arguments subjectifs liés d'une part au retentissement artistique et thématique de l'œuvre de départ sur soi, d'autre part à ses représentations concernant le comportement possible du logiciel.
Dans leur sélection des extraits, ils doivent notamment établir des liens entre les éléments thématiques du texte et le fonctionnement de Midjourney, en anticipant, par exemple, les types de requêtes possibles et le rendu graphique en justifiant leur choix. Les logiciels sera-t-il capable de reproduire une image qui respecte l'atmosphère du texte du départ, tel que je l'envisage? Va-t-il restituer une image que j'ai lue de la scène et que j'ai traduite dans ma requête? Donc, dans l'étape 2, les élèves doivent démontrer de savoir identifier leurs intentions et besoins en fonction de la tâche, puis formuler et sélectionner des consignes cohérentes avec les besoins identifiés. Et à la fin, ils doivent démontrer de savoir porter un regard esthétique et critique sur les images produites par Midjourney. Ça, c'est consigné dans le journal de bord. Activité 2, donc autant la première était ancrée essentiellement dans la réception, autant la deuxième, une composante prédominante qui relève plutôt de la production. Donc là, il ne s'agissait pas de démarrer à partir d'une image ou d'un élément du texte, mais vraiment de générer un texte, donc d'adopter une posture finalement d'auteur avec l'outil maintenant bien connu, la ChatGPT, dont on parle depuis hier. Donc, vous voyez sur le schéma, 2 interventions de la machine à des moments différents de l'activité. Donc, commencer par identifier des consignes, des commandes, des prompts, là, selon le mot qu'on privilégie. On a réfléchi à ça avec l'enseignante. On se demandait si on devait imposer ou non un modèle de texte. Finalement, on a considéré qu'on allait laisser ça ouvert. Donc, poétique, dramatique ou narratif, qui correspondait au texte, aux œuvres intégrales qu'ils avaient lues précédemment. L'autre consigne qui émanait vraiment de l'enseignante, c'était à la manière d'un artiste choisi. Donc, il y avait une dimension de planification, comme dans l'activité précédente. Donc, identifier ses intentions, justifier les requêtes, donc les commandes qu'on soumet à la machine, justifier aussi le type de texte qu'on souhaite écrire en fonction de la thématique de l'engagement, mais aussi donc de l'anticipation de la capacité de la machine, de ChatGPT, donc à produire un rendement ou un rendu qui nous satisfasse. On soumet tout ça à la machine. En fonction d'un premier rendu, on modifie nos attentes et nos requêtes. Donc, il y a un processus itératif. Au terme de ce processus, l'élève intervient dans le texte donc, qui lui est proposé par ChatGPT pour le retravailler, le remettre à sa main, donc en intervenant dernière fois. Donc, il y a vraiment une écriture dans le texte avec ChatGPT et dans le texte produit par ChatGPT. Ce qui apparaît donc dans les critères d'évaluation, donc comme je l'ai mentionné, identifier ses besoins, justifier ses requêtes, justifier le type de texte en fonction donc, du thème de l'engagement, mais aussi, et ça c'était vraiment important pour nous, donc, la projection de la capacité de la machine, encore une fois, à produire tel ou tel type de texte en fonction de tel ou tel type de requête, mais aussi finalement de la thématique, qu'est-ce qu'elle peut spontanément produire. Étape numéro 2, donc toujours identification, justification. Là, il y a quelque chose de différent qui apparaît, c'est la référence à ses goûts, à ses champs d'intérêt, donc vraiment l'investissement d'une dimension subjective. Donc, on est vraiment du côté de compétences plus littéraires, si je puis dire. Appréciation des effets créés, donc réaction esthétique, et un regard critique. Donc, on est vraiment dans le métal sur les valeurs et le style produit par la machine. Donc, comme si finalement la machine était capable d'avoir sa propre axiologie et donc proposer une vision du monde finalement. Donc, c'était aussi ce regard critique sur la vision du monde, entre guillemets, de la machine qu'on voulait évaluer. Étape 3, amener les élèves à porter un regard critique sur leurs propres interventions, donc leur propre posture d'auteur ou d'autrice, évidemment toujours en lien avec leur propre conception de l'engagement, mais aussi leur manière de se représenter le style de l'auteur choisi, donc à la manière d'eux, et donc leur goût personnel, et puis finalement porter un regard critique sur cette collaboration, cette démarche tu as parlé de négociation, d'interaction, de collaboration, donc ce produit qui est à la fois le rendu d'une production conjointe entre la machine et un sujet humain, en l'occurrence l'élève. Donc toujours en se référant au retentissement esthétique, artistique et thématique. Activité numéro 3, celle qui clôt la séquence, qui en fait débouche sur la production d'un billet idéologique, d'un manifeste. C'était aussi la volonté très forte de l'enseignante. La question, le libellé en fait de ce manifeste, c'était les machines alimentent-elles le non-sens du monde dans lequel nous évoluons. Donc on voit bien comment la boucle était bouclée. À travers ce parcours de lecture, de génération d'images, de production de textes, on arrivait donc, les élèves arrivent donc à l'écriture, à la production d'un billet idéologique. Donc là, l'idée, c'est de demander à la machine d'écrire elle-même un texte en fonction de cette question et de remettre à sa main finalement, en fonction encore une fois de ses propres attentes. Est-ce que ça correspond à ma propre vision du monde? Est-ce que ça correspond à ce que devrait être aux attentes génériques finalement? Est-ce que ça correspond à ce que devrait être un véritable manifeste? Est-ce que c'est assez expressif?
etc. Donc, intervention finale de l'élève pour, encore une fois, mettre ce texte à sa main. Et c'est donc ce texte remanié qui est considéré comme le travail final. Et ça permettait de travailler un autre type de texte qu'on travaille au secondaire, le texte courant. Dans le sens d'analyser les compétences, puisqu'on n'a pas une condition, on peut inférer certaines compétences à partir de la séquence. C'est-à-dire qu'on peut s'imaginer que les élèves vont mobiliser les compétences techniques, sémiotechniques, multisonales, techno-littéraires, métatechniques-littéraires et des formes d'appréciation. Donc, on peut juste pointer que c'est possible, même à ce moment-ci de la conception de la séquence, de pouvoir aller vraiment détailler comment ces compétences pouvaient se manifester à l'intérieur de la séquence. On a fait les mêmes exercices pour les 3 activités, de voir les compétences en LMM numérique, quels éléments sont récurrents. Et il est apparu que les compétences qui semblent envisagées de manière transversale sont au moins de 3 ordres, de l'ordre de la compétence sémiotechnique, qui se décline avec les spécificités sémiotiques du logiciel et de l'interaction souhaitée, donc plutôt du côté de l'image, plutôt du côté du texte, plutôt du côté de la dimension orale du discours argumentatif, du côté de l'articulation entre technologie et dimension littéraire, et de la justification méta-techno-littéraire, parce qu'à toutes les étapes, les élèves seront amenés à discuter leur choix, leur interaction, leur itération. Et on conclut par quelques constats. Donc, en fait, on a essayé de faire émerger, donc, sous forme de constat, là, ce qui finalement explique le caractère transversal de certaines compétences qu'on a ciblées. Donc, on les a distinguées en 3 catégories, ce qui relève des postulats didactiques, donc, qui étaient vraiment à la source même là, du projet. Donc, il y a une préoccupation constante pour l'expression subjective des élèves, aussi bien donc, de la réception, la production, l'oralisation, je l'ai précisé, mais tu l'as bien dit, Eleonora, donc le caractère performatif du manifeste qui est donc oralisé devant la classe. Donc, à chaque fois, donc, investissement subjectif. L'interaction élève-machine est constante à chaque étape de la séquence. Il y a cette interaction, collaboration entre l'élève et la machine. Il y a vraiment, et je pense que c'était assez clair, un arrimage, une articulation, un maillage entre réception et production. C'est assez constant. L'écriture est vraiment une activité qui est transversale, qui est un peu le fil conducteur de toute cette séquence. Et il y a constamment un retour réflexif, donc une documentation, notamment dans le portfolio, là, des étapes, soit de production, soit de réception, mais aussi donc du travail de collaboration avec les machines. Donc ça, c'était pour tout ce qui relève vraiment des choix didactiques. Ce qui relève un peu plus du corpus, donc on n'en a pas vraiment beaucoup parlé. Il y a vraiment un corpus très, très, très large, des œuvres de différents genres, des œuvres analogiques, des œuvres numériques. Donc des choix génériques, encore une fois, notamment des différents modes de discours. Le choix des œuvres, donc selon qu'elles sont analogiques et numériques, les artistes qui ont été lus, les modèles proposés, tout ça, évidemment, on estime que ça va avoir une influence sur le processus de réception et de création. Les choix formels aussi, évidemment, donc les procédés littéraires, stylistiques, etc., auxquels ont été exposés les élèves. Et puis aussi le choix d'un corpus qui articulait délibérément, c'était la volonté de l'enseignante, des formes scolaires très classiques, très traditionnelles, on en a parlé ce matin, et d'autres beaucoup plus éclatées, moins traditionnellement abordées dans un cadre scolaire, donc application littéraire, mais aussi des genres tels que le rap, etc. Tout ça participait donc à l'émergence, du moins anticiper les compétences qu'on a ciblées. Et enfin, s'il y a encore une fois une forme de transversalité, c'est sans doute lié au questionnement techno-littéraire de l'enseignante. Donc, on a identifié 3 points. Ce qu'on a essayé de formaliser, en fait, sous la forme de ces 3 points-là, c'est l'interaction avec la machine telle qu'elle est pensée dans cette séquence. Elle implique un engagement. Il y avait aussi, évidemment, toute une réflexion sur la polysémie du terme engagement. Finalement, c'est quoi s'engager? Donc, on s'engage dans une tâche, mais une tâche qui, finalement, nous prive un peu de notre liberté. Donc, il faut aussi concéder on a fait exprès de reprendre le terme déprise. Donc, il y a une forme aussi de déprise dans la mesure où je ne sais pas encore là où la machine va m'amener. Ne connaissant pas encore forcément de quoi elle est capable, je lui délègue en fait une part de ma créativité qui va s'ajuster au fur et à mesure de la construction de sens. Donc, c'est dans cet engagement déprise que s'élabore ma démarche de construction de sens. Et en même temps, cette démarche d'engagement et de construction de sens, elle doit tout le temps être orientée par ma propre conception du monde, qui est elle-même donc nourrie par les textes que j'aurais lus, mais aussi ma sensibilité esthétique, mes valeurs, qui peuvent d'ailleurs avoir été influencées par les lectures que j'aurais faites préalablement. Et enfin, dernière forme d'engagement, en fait, à chaque étape ou presque de la séquence, les élèves sont amenés à s'engager dans la mesure où ils doivent prendre position
ça peut être des positions esthétiques, éthiques, face aux images, face aux textes, face aux problèmes de société, notamment dans l'élaboration du manifeste. Et donc, finalement, à chaque fois, ils affirment ou ils réaffirment une part de leur subjectivité, ils affirment ou ils réaffirment un sens du monde pour eux-mêmes dans le non-sens du monde qui caractérise un peu le monde dans lequel on vit, mais aussi ce non-sens du rapport aux machines qui est donc perturbateur, qui génère une part d'inconfort, qui nous prive encore une fois d'une part de notre mainmise sur cette production du sens. Donc, engagement et désengagement. C'est ça. Merci.